Bonjour, Bratislava, la Slovaquie, ça ne vous dit rien? Composez tous les numéros qui s'affichent sur votre écran. Pour la France, composez le 440, la Hongrie le 440, la Tchécoslovaquie le 440. Si vous êtes comme lui, et que vous ne voyez pas pourquoi on a partagé la Tchécoslovaquie entre les Tchèques et les Koslovaques, alors je vous conseille de suivre cette petite vidéo. Bon, avant de parler de Bratislava et de la Slovaquie, il faut exorciser. Oui, c'est nécessaire. Si vous êtes trop jeune pour les reconnaître, sachez qu'il s'agissait d'un groupe créé par Michael Youn en 2002, destiné à flatter les Français sur leur ignorance des pays d'Europe de l'Est. Et il est vrai que la Slovaquie n'est pas un pays très connu chez nous, et eux-mêmes ne semblent pas tout à fait habitués à leur indépendance, qu'ils n'ont que depuis 20 ans, puisqu'ils ne savent pas toujours représenter leur drapeau. Bratislava, qui s'étend de part et d'autre du Danube, m'a évoqué une métropole provinciale française, une en particulier. Et c'est à Nantes que je pense. Pourquoi me direz-vous? Parce que je connais un peu Nantes déjà, mais aussi pour plusieurs raisons objectives. Les deux villes ont des populations comparables, un demi-million d'habitants au global. Bratislava est la capitale d'un pays de 5 millions d'habitants. Tout comme Nantes a été le siège du duché de Bretagne, dont l'aire réunit aujourd'hui 4 à 5 millions de résidents français. Bratislava comme Nantes ont un patrimoine historique qui ne se compare pas certes à ceux de Vienne, Budapest, Prague ou Paris, mais ce patrimoine peut exhiber des églises, des châteaux, et si Nantes a le château des ducs de Bretagne, Bratislava a le château de Hrad. En fait, ce qui m'a fait penser en premier lieu à Nantes, c'est que le tourisme local mise sur l'ambiance conviviale de la restauration plutôt que sur la magnificence des monuments. Et puis, si vous ne connaissez pas Nantes, pensez à une grande ville de province française qui serait devenue subitement une capitale, et vous avez une idée de Bratislava. Et pourtant, Bratislava a déjà été une capitale, celle du royaume de Hongrie, quand Bouddha et Pest étaient tombés entre les mains des Turcs ottomans au milieu du XVIe siècle. Cette situation durera jusqu'à ce que la Hongrie, et donc la future Slovaquie, passe entièrement sous le contrôle des Autrichiens, ce qui a valu à la Slovaquie de connaître les déboires de l'Empire Habsbourg, notamment les guerres napoléoniennes. Ainsi, le château de Divín, j'essaye de prononcer à la française, qui se trouve face au Danube, près de Bratislava, à un point où se rencontrent l'Autriche, la Slovaquie et la République tchèque, ce château a été détruit par Bonaparte en 1809. Et vu son état, on se dit que le Corse a bien fait son boulot. À tel point que les Slovaques d'aujourd'hui ont dû trouver un Jack Lang local pour transformer le site en exposition d'art contemporain à l'air libre, face au Danube et à la Morava tchèque. La Slovaquie a très rarement été un état indépendant. Avant 1993, il n'y a eu qu'une seule fois un état slovaque moderne, et c'était entre 1938 et 1945. Ça n'a pas forcément laissé un très bon souvenir, notamment pour les Tchèques voisins. En arrivant de Budapest, j'ai fait connaissance avec les écrits en slovaque. 2 jours plus tard, en allant à Prague, je constaterai à quel point les langues tchèques et slovaques sont proches. En réalité, les prononciations diffèrent, le vocabulaire n'est pas tout à fait le même, et quelques règles de grammaire changent. Alors, la grande question c'est, pourquoi les deux pays se sont-ils séparés? Qu'est-ce qui distingue vraiment les Tchèques et les Slovaques? Eh bien c'est simple, l'histoire. Ok, c'est une réponse complètement creuse. Mais il faut d'abord savoir que les Tchèques, autrement dit les Bohémiens, sont depuis 1000 ans dans l'orbite du monde germanique, le royaume de Bohême ayant été l'un des joyaux du Saint-Empire romain germanique. La Slovaquie, elle, est restée presque autant de temps dans la sphère hongroise. Au XIXe siècle, alors que la Bohême comptait une importante minorité de langue allemande, la Slovaquie, qui était sous la couronne de Hongrie, la couronne Habsbourg, subit une politique de magyarisation. À la fin de la Première Guerre mondiale, plus d'un habitant sur 10 de l'actuelle Slovaquie parlait hongrois. Au cours de cette guerre mondiale, justement, les Français et les Britanniques, et les Russes avant la révolution bolchevique, ont soutenu des divisions de Tchèques et de Slovaques qui s'étaient détournées de l'armée Habsbourg. En 1918, les Alliés encouragent la création d'un État pour réunir les Slaves du nord de l'ex-empire, exception faite des Polonais de Galicie. Les Tchèques et les Slovaques se retrouvent donc dans le même État. De 1918 à 1938, les deux peuples connaîtront leur seule expérience de vie commune sous un régime qui soit un tant soit peu démocratique. À sa naissance, la première république tchécoslovaque était censée être une fédération démocratique, qui sera en fait assez centralisée autour des Tchèques, qui sont plus nombreux que les Slovaques. Ces derniers, vus de Prague, passent pour une minorité rurale et sous-développée. À Munich en 1938, les nazis emportent les terres de la minorité allemande en Bohême et font des zones tchèques un protectorat, pendant que la Slovaquie devient indépendante et se dote d'un régime nationaliste partagé entre la tendance
conservatrice chrétienne et les pro-nazis purs et simples. Satellisé par le Reich, le nouvel État aura sa propre politique anti-juive. C'est aussi pourquoi, lorsque l'armée rouge mettra la main sur le pays en 1945 et recréera la Tchécoslovaquie, les Slovaques verront leur réputation dégradée du point de vue tchèque. Les Tchécoslovaques passeront 4 décennies en tant que vassaux de l'URSS. La Tchécoslovaquie aura pourtant des Slovaques parmi ses élites, tels qu'Alexander Dubček, premier secrétaire du parti et dirigeant malheureux du printemps de Prague en 1968, qui sera interrompu par les forces du pacte de Varsovie la même année. Lorsque, 20 ans plus tard, le régime pro-soviétique s'effondre, la demande de décentralisation refait surface. La Tchécoslovaquie devient en 1990 la République tchèque et slovaque, mais rien n'y fait. L'effondrement de l'économie frappe plus durement les Slovaques, regardés par les Tchèques comme étant des nostalgiques de l'économie planifiée, ou même des fascistes, voire pire encore, comme une province pauvre qui encombre la Tchéquie. C'est pourquoi les Tchèques ne posent pas une grande résistance lorsque, en 1992, l'indépendantisme slovaque l'emporte aux élections, et que la Tchécoslovaquie cesse d'exister le 1er janvier 1993. La République slovaque a connu au moins autant de croissance économique que la République tchèque depuis ces 20 dernières années. Oui, en fait, le nom officiel de la Slovaquie, c'est République slovaque, et je vous induis en erreur depuis le début de la vidéo, parce que je suis un troll. Plus sérieusement, ce pays a eu l'idée saugrenue d'entrer dans la zone euro en 2009, sans doute parce que ça amusait les Slovaques d'avoir la même monnaie que l'Allemagne et la Grèce. D'ailleurs, le 24 septembre 2013, c'est à Bratislava que j'ai appris les résultats des législatives allemandes. Angela Merkel a été nettement reconduite, elle qui, certes, ne veut pas casser l'euro, mais a refusé le fédéralisme économique et les eurobonds. Le nouveau parti anti-euro allemand a frôlé les 5% alors qu'il n'avait pas 6 mois d'existence. On peut se dire que le pari des Slovaques d'entrer dans l'euro n'était pas forcément une bonne idée. Les Tchèques, eux, ont gardé leur monnaie, la couronne tchèque. Et après mon bref passage dans Nantes sur le Danube, je me suis empressé d'aller changer ma thune à Prague. Voilà qui nous fait un suspense de folie pour le prochain épisode. En tout cas, souvenez-vous... Chiquito.